Donc nous sommes au début des années 80. Je suis responsable de l'équipe rurale de la data, l'équipe de ce que nous appelions à l'époque les technocrates de la data. C'est la politique de la montagne, c'est la politique de rénovation rurale, c'est les prolégomènes de la politique du littoral. Et à ce moment de l'histoire de l'aménagement du territoire, nous éprouvons un déficit, un manque de représentation du territoire sur lequel nous sommes censés agir, et un déficit de représentation d'autant plus sévère que cette période coïncide avec l'achèvement de très grands mouvements de bouleversement des paysages et des territoires amorcés au lendemain de la guerre. C'est la fin des grandes vagues d'exode rural, donc de la première grande vague d'urbanisation ayant débouché sur la mise en place des OREAM, des premiers organismes d'aménagement des aires métropolitaines et des premières villes nouvelles. C'est la fin de la première grande vague de restructuration industrielle et l'apparition des premières crises liées à cette restructuration sur les industries traditionnelles, le textile, la sidérurgie, etc. C'est le début des grandes opérations d'aménagement touristique de masse, le littoral Languedoc-Roussillon. C'est la fin des premières grandes opérations d'aménagement d'infrastructures modernes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je suis arrivé à la Datar, l'essentiel de la France rurale n'était pas électrifié. L'essentiel de la France rurale n'avait pas de réseau d'assainissement. Une moitié du territoire national ne disposait pas d'adduction d'eau. Nous sommes au début des années 70 quand je parle d'électrification de la France. Donc début des années 80, c'est la fin de ces premières grandes opérations d'installation des infrastructures de base. C'est le début des grandes opérations d'aménagement autoroutier. C'est le début de l'implantation des grandes zones industrielles. Bref, c'est un moment charnière. C'est la fin de la première grande époque de l'aménagement du territoire et l'entrée dans une bascule de l'économie du territoire, du secondaire vers le tertiaire, avec les premières grandes crises du secondaire, de l'urbanisation de masse à de nouvelles formes d'urbanisation, d'une transformation très très brutale des paysages agricoles et ruraux. Bref, c'est une étape. Et face à cette étape, nous avons des statistiques, des études, quelques cartes, et finalement très peu de représentations visuelles concrètes, de qualité, permettant je dirais, de compléter cette connaissance technocratique des bouleversements du territoire par une connaissance plus culturelle, cette expression d'expérience du territoire. Ressentant donc cette lacune et ce besoin, nous engageons à ce moment-là un certain nombre d'études, encore des études, mais qui sont des enquêtes auprès des échantillons de public tout à fait représentatifs de la population française, échantillons auxquels nous demandons de décrire des paysages face auxquels on les place, de raconter le paysage tel qu'ils le voient, tel qu'ils le perçoivent, tel qu'ils le ressentent, tel qu'ils sont capables ou incapables de le décrire et d'en rendre compte, dans des situations donc géographiques et paysagères très différentes. Des quartiers urbains, des quartiers de banlieue, des zones agricoles, des zones naturelles, des sites exceptionnels. On prend des citoyens français, on les place dans des situations géographiques différentes, on leur dit décrivez-nous ce que vous voyez, décrivez-nous ce que vous percevez.
nous avons là la confirmation de la lacune que nous ressentions, à savoir le territoire, le paysage est devenu illisible, à la fois parce que les concepts traditionnels de description de ce paysage, ville, campagne, champs ouverts, champs clos, bocage, forêt, tout ça a cessé de correspondre à une réalité. Donc on n'a plus les concepts et on n'a plus les mots pour décrire ce dans quoi on vit. Et puis on n'a pas la culture non plus, on n'a pas la formation qui permette de percevoir et de rendre compte de cette réalité devenue indéchiffrable. J'ai souvenir d'avoir interrogé quelqu'un que j'avais placé sur un point de vue au-dessus, légèrement au-dessus de la ville de Beaugency, donc une ville historique, médiévale, emblématique d'une certaine histoire de l'architecture et de l'urbanisme et de la réalité du patrimoine à ce moment-là. Et devant la ville, dans le champ de vision du témoin, il y avait un supermarché et une zone ZUP, qu'on appelait déjà les ZUP à l'époque, qui occultait totalement la vue de la ville ancienne, de la ville traditionnelle. J'ai gardé bien sûr l'enregistrement de ce témoignage et pendant un quart d'heure, le témoin raconte ce qu'il voit, c'est-à-dire la ville ancienne, la ville patrimoniale. Littéralement, il ne voit pas le supermarché, il ne voit pas la ZUP et il raconte une ville qu'il ne peut pas voir mais qui est dans sa tête, qui est dans sa culture. Et il ne parle pas de ce qu'il voit parce que ce qu'il voit n'est pas déchiffrable, n'est pas dissible, n'est pas lisible et pas exprimable. Donc voilà la situation du début des années 80 pour les chargés de l'aménagement du territoire que nous étions au sens large. Il y avait bien sûr l'équipe parisienne de la Natar, mais il y avait aussi les missions de Ville Nouvelle, les OREAM, les commissariats à l'industrialisation, les commissariats à la rénovation rurale, donc toute une organisation administrative et technique qui couvrait le territoire et qui tentait, tant bien que mal, de maîtriser, de canaliser, d'orchestrer, d'organiser ces bouleversements. Une dernière anecdote sur la situation et le constat, c'est l'époque également où, peut-être certains d'entre vous en ont mémoire, nous organisons le survol de la France. Alors le survol de la France, c'est une opération typiquement luxueuse et technocratique de l'époque. Nous invitons une dizaine d'experts, entre guillemets, du monde, ce qu'on appelait à l'époque la prospective, des experts d'origine très différentes, de cultures très différentes et de pays très différents. On les met dans un avion, un petit avion qui était capable de voler assez lentement et à basse altitude. Et pendant 2 mois, ils se baladent au-dessus de la France. Ils survolent la France et ils racontent ce qu'ils voient. Ils décrivent la France. Je vous encourage à retrouver donc ce rapport, parce qu'à la fin de cette mission, il y a eu publication d'un rapport, le survol de la France. La France vue par 15 experts internationaux à l'époque. C'était d'ailleurs un rapport très, très fort, très frappant, que je ne résumerai pas. Mais en gros, c'était la France est le plus beau pays du monde. C'est le pays dans lequel il y a probablement la plus grande diversité de paysages sur un aussi petit espace. On dit la plus grande densité de paysages, de territoires différents au monde. Ça, c'était l'article 1 du rapport, et l'article 2, c'était « Et vous êtes en train de tout foutre en l'air ». Dans 10 ans, il n'y aura plus rien de cette richesse, de cette diversité, de cette densité paysagère. Donc voilà, ça c'est le contexte début des années 80. Alors, nous nous interrogeons, nous demandons comment on pourrait enrichir, ou avant même d'enrichir, créer de nouvelles représentations du paysage, de ce paysage en plein bouleversement, autrement que de manière technocratique. Et comme nous sommes convaincus que le paysage n'est pas une réalité objective qu'on enregistre, mais que c'est la représentation qu'en propose une culture, depuis l'origine, à la renaissance du mot même de paysage, au moins dans les civilisations occidentales, nous disons, si nous voulons obtenir des représentations qui compensent un peu ce vide actuel, il faut s'adresser à des artistes, à
des créateurs de représentation, c'est-à-dire à des citoyens qui sont capables d'avoir, de s'engager, de provoquer, de produire une expérience du paysage, et non pas des enregistrements du paysage, instruments génétiques, reposant sur une culture personnelle. C'est pas facile de faire passer cette idée à l'époque, parce que voilà, on dit, vous voulez la représentation du paysage, on va créer un observatoire. D'ailleurs, j'ai vu que sur la fiche de vos sessions, il y a observatoire photographique de la data, c'est tout sauf un observatoire, c'est le contraire d'un observatoire. La mission photographique de la data prenait rigoureusement le contre-pied de la logique d'observatoire. La logique de la photo aérienne, elle visait délibérément des artistes, des créateurs de représentations fondées sur les valeurs d'une histoire culturelle. Donc, le premier enjeu de cette mission, de ce projet, ça a été de convaincre les responsables de la data à l'époque de faire appel à des artistes pour rendre compte d'une réalité territoriale dont nous avions perdu la maîtrise, en tout cas la maîtrise culturelle. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui ne vaut pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Ça a été difficile de faire accepter cette idée qu'une administration technique puisse faire appel à des artistes pour répondre à des besoins qui étaient des besoins fondamentaux techniques, qui n'étaient pas les besoins d'une administration culturelle. Simultanément, l'administration culturelle contestait absolument à une administration technique la légitimité de s'adresser à des artistes pour quoi que ce soit. Monopole de la commande publique, la commande à l'époque, la commande à des artistes, c'est la commande historique, c'est le prince, c'est l'évêque qui s'adresse à des artistes pour décorer la fontaine, décorer le palais, servir leur propre gloire. Mais l'idée que des artistes puissent être commandités par une administration technique pour répondre à un besoin social qui n'était pas un besoin social de commande artistique au sens historique du terme, était une idée inacceptable. Bref, nous avons dû, au moment où nous lancions cette opération, à la fois vaincre les résistances des techniciens qui trouvaient vraiment que c'était du gâchis que de s'adresser à des artistes, et d'autre part, les administrations culturelles qui considéraient que on n'était pas sur notre champ. D'ailleurs, je reviendrai dans un instant, nous n'avons jamais pu obtenir le moindre financement public de la part des institutions culturelles de l'époque. Qui refusaient délibérément et systématiquement de participer financièrement à cette opération. Un tout dernier mot sur le constat, qui est je dirais le constat relatif à la situation de la photographie. La photographie française avait délaissé le paysage depuis pratiquement le début du XXe siècle. Contrairement à d'autres pays, je pense notamment à la grande tradition photographique américaine, qui avait maintenu cette tradition de la photographie du paysage, qui est évidemment liée à l'histoire des États-Unis, au caractère très récent de cette histoire, à la poursuite très tardive de l'exploration même du territoire américain. Mais le fait était qu'au début des années 80, il y avait deux lignes de production photographique en France et dans l'essentiel de l'Europe, le photojournalisme à la française depuis Cartier-Bresson jusqu'à Noano, et une photographie de plus en plus plasticienne, de plus en plus abstraite, qui était en fait des plasticiens se servent de la photographie pour développer leur propre œuvre et revendiquent au fond que la photographie ne soit plus une discipline spécifique, mais soit intégrée dans l'ensemble des techniques de représentation et d'expression visuelle à la disposition des artistes plasticiens de l'époque. Donc il y avait ces deux grandes tendances, une photographie dite plasticienne de plus en plus détachée des exigences traditionnelles de représentation du réel propre à la photographie, et puis une absence, une tradition journalistique, disons très brillante, très brillante de la photographie française, mais qui délaissait depuis longtemps
le paysage. Il n'y avait plus de photographes paysagistes au début des années 80. Donc curieusement, il y avait une sorte de concomitance entre une situation du territoire et des responsables de l'aménagement du territoire et une situation de la photographie et des photographes. Un besoin du côté de l'aménagement du territoire et un besoin du côté de la photographie. Ça s'est révélé, je dirais, a posteriori. C'est un peu un concours de circonstances, mais un concours de circonstances fécond, puisque non seulement il s'agissait de renouveler la représentation du territoire, mais il s'agissait aussi de renouveler la photographie. En tout cas, de retrouver pour la photographie une ligne, une voie à la fois historique et correspondant à des besoins contemporains qui avaient été délaissés. Donc voilà. Alors on lance un premier projet. Je choisis un directeur artistique, en l'occurrence François Hers, qui était photographe à l'époque. Je dis à l'époque parce qu'il a arrêté assez vite de pratiquer la photographie. C'était un photographe d'origine belge, vivant en France, largement reconnu à l'époque. Il avait déjà publié deux livres, qui avaient fait pas mal de bruit. Il avait été exposé à Beaubourg, enfin, un photographe reconnu. Et j'avais besoin au fond, de constituer un tandem composé d'un représentant de la data, c'est-à-dire du commanditaire, qui était en mesure de dire voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'attends, et puis d'un artiste photographe qui avait à la fois le lien avec les artistes et donc la capacité de faire ce pont entre le commanditaire et les candidats à la réponse à cette commande. Donc, un tandem, et puis nous lançons une sorte d'appel d'offres, d'appel à candidature, en nous adressant aux photographes du monde et en leur disant en une page ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que nous n'avons pas de sujet à commander, nous ne voulons pas des photos de châteaux d'eau, des photos de lignes électriques, des photos du littoral, des photos de la montagne, des photos de banlieue, des photos de terrain. C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons que des artistes qui se sentent concernés par une expérience artistique du paysage nous présentent leur projet, c'est-à-dire ce qu'ils ont envie aujourd'hui de donner à voir, d'éprouver, de donner à voir en tant qu'artiste sur le paysage français, compte tenu de ces transformations. Donc nous attendons des propositions de sujets venant de vous. Et nous discuterons avec vous, non seulement en fonction de ce que nous estimons être votre qualité d'artiste photographe, mais surtout de ce que nous estimons être la qualité propre du projet que vous nous proposez. Alors ça a été un dialogue infernal qui a duré plus d'un an, d'abord parce que nous étions soumis à une quantité impressionnante de propositions, notamment de photographes totalement inconnus. Et puis nous devions débattre de ces propositions, non seulement avec les photographes auteurs de ces propositions, mais avec le concert des technocrates de la data, qui ne comprenaient pas grand-chose, mais qui devaient quand même avoir un avis et être des interlocuteurs pour les artistes. Donc il y a eu là toute une époque de dialogue, mais aussi de confrontation, qui devait permettre au commanditaire de préciser sa commande, d'élaborer peu à peu, à partir de propositions qui lui étaient soumises, ce qu'il attendait, ce qu'il voulait, et comment sélectionner par rapport aux propositions, et de la part des artistes d'améliorer aussi, de préciser aussi peu à peu leurs propositions, le bien fondé de ces propositions, la validité. Bref, une vraie rencontre difficile, mais qui conduit donc à la sélection d'une première mission, d'une première équipe d'une douzaine de photographes, et donc d'une sélection d'une douzaine de projets non prémédités par nous, par le commanditaire, et acceptés à partir des propositions qui nous étaient faites. À l'époque, la commande publique était une pratique exceptionnelle, et comme je vous l'ai dit, elle était fondée sur des logiques purement artistiques. Et donc nous avons dû, pour concrétiser cette commande, mettre en place toute une série de dispositions techniques et juridiques qui n'existaient pas.
des types de contrats, qui est propriétaire de quoi, les droits, comment on paye ça, comment seront exploités les résultats, comment seront maîtrisés les usages des résultats, comment seront conservées les photographies. Il y a eu à l'époque un énorme travail à faire, qui aujourd'hui évidemment paraît évident et trivial, mais si vous vous référez, j'y reviendrai, à la première publication Work in Progress, c'est-à-dire travaux en cours de la mission, il y a toute une partie qui relate justement l'ensemble de ces tâches d'organisation matérielle au sens propre du terme, qui permettait donc de donner consistance à cette idée de commande. Les missions se déroulent dans des conditions très diverses selon les projets, avec des durées très diverses. Certaines missions sont longues. Tel photographe met plus d'1 an pour répondre à la première commande, quelquefois significativement plus d'1 an. Certaines missions sont interrompues en cours, soit parce que l'artiste renonce, je ne peux pas, je n'y arrive pas, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais faire, ça donne rien, c'est très douloureux, vous ne me donnez pas d'instructions, je suis livré à moi-même, donc sur un domaine trop difficile, j'abandonne. Soit c'est le commanditaire qui dit je ne suis pas content, il faut trouver un autre angle d'attaque, ou il faut renoncer à ce sujet, trouver un autre sujet. Bref, les missions se déroulent de façon très diverse, d'une mission à l'autre, d'une commande à l'autre. Des photographes ont changé de sujet en cours de route, des photographes ont multiplié des approches et des sujets différents alors qu'ils étaient partis sur un seul sujet. Des photographes vont vite, des photographes vont très lentement. Bref, et tout ça est délibérément laissé le plus libre possible, le plus ouvert possible, mais dans un dialogue permanent entre le photographe et son travail en train de se faire et l'équipe des commanditaires. Alors, il y a des missions qui sont relativement simples à organiser matériellement, et puis des missions qui sont plus compliquées. Sophie Ristel-Hubert, son premier sujet, c'était le territoire français vu du chemin de fer. Ce qui veut dire qu'il a fallu lui trouver une locomotive personnelle, une diesel, dont elle avait le libre usage, et avec laquelle elle s'est baladée sur toute la France, sur les réseaux normaux, à devoir calculer ses horaires entre le train de 11h45 et il n'y a pas encore de TGV et le train de 15h15, le train de marchandises, etc. Donc pendant 6 mois, elle a eu à sa disposition un diesel et un conducteur de diesel. Elle a plus de l'aide à peu près partout, mais il a fallu négocier dur avec la SNCF pour que ce genre de facétie soit accepté et soit rendu possible techniquement. Certains des photographes, ils étaient tous évidemment très impliqués, puisque comme je vous l'ai dit, on leur demandait, c'est pas une commande simple, on leur demandait d'élaborer eux-mêmes, de concevoir, de penser une proposition d'expérience personnelle du paysage. Donc beaucoup de ces photographes ont entièrement renouvelé leur pratique. Vous verrez tout à l'heure, on passera rapidement quelques images en revue. Robert Doisneau, donc, que nous avions sollicité, qui est justement un des emblèmes de la tradition du photojournaliste à la française, qui avait passé sa vie à photographier des personnages, des scènes sociales, humaines, parfois même à les mettre en scène et noir et blanc, s'est mis à faire de la couleur, en grand format, sans aucun personnage sur ces paysages, des paysages déserts, privés de personnages en couleur. Il n'avait jamais fait de couleur, il n'avait jamais fait de photographie de paysage sans personne. Donc, certains photographes ont à l'occasion totalement bouleversé leur pratique traditionnelle de la photographie. Certains photographes sélectionnés, pas toujours dans la première vague, je viendrai, il y a eu 2 grandes vagues, mais dans la fin de première vague, début de deuxième vague de commandes, certains photographes que nous avons retenus, que nous avons sélectionnés, n'avaient jamais fait une photographie de leur vie. Suzanne Lafont, qui est devenue une photographe aujourd'hui célèbre, était une philosophe
j'ai présenté un projet de mission photographique en réponse à l'appel d'offres de la Data, parce qu'elle en a eu envie et qu'elle nous a convaincus, mais elle n'a jamais fait une photographie de ça. Jean-Louis Garnel, qui est devenu professeur d'art plastique, qui détient une classe à l'école des Beaux-Arts de Marseille, qui est lui aussi aujourd'hui un photographe plasticien internationalement reconnu. Quand nous l'avons rencontré pour la première fois, il était ingénieur chimiste à Toulouse, il n'avait jamais tenu d'appareil photo. Donc il y avait une très grande diversité des acteurs, des projets, de la nature même des missions et des sujets, et de l'organisation du déroulement de ces missions et de ces sujets. La mission a duré 4 ans. En gros, 2 campagnes de 2 ans, mais il y a eu des recoupements en 4 ans, pour une trentaine de missions au total. Un budget ridicule, un budget qui était à l'époque l'équivalent d'un documentaire de moyen métrage pour la télévision à 1 heure d'écoute impossible. Vraiment, vous pouvez retrouver ceux qui sont intéressés, retrouvent facilement sur le site internet les archives, toutes les archives, notamment les archives financières de la Data, avec des moyens donc très limités. Les conditions de diffusion ont été très classiques. Un premier livre au terme de la première vague de campagne de travaux en cours et une première exposition au Palais de Tokyo de ces travaux en cours. Ce livre ayant obtenu tout de suite le prix Nadar, qui était le prix du livre de photographie à l'époque. Il a été édité chez Azan. Et puis au terme de la deuxième mission, un livre définitif, qui est celui-là, que j'ai apporté parce qu'aucun des deux n'est plus disponible, qui est le livre final également édité par Azan, et lui assorti de plusieurs expositions, et d'expositions qui ont été modulées selon des commandes d'expositions diverses en France et à l'étranger. Il y a eu des expositions en Italie, dans différents pays d'Europe. Et simplement, ce que j'insiste sur le mode de diffusion, à l'époque Internet n'existait pas, un mode de diffusion très, très classique. La sélection des images, c'est-à-dire le résultat final de la mission photographique de la Data, et le fait des photographes, c'est-à-dire le final cut, ça c'était aussi un élément très novateur de la commande, et très contesté par les commanditaires, par les contrôleurs, par la Cour des comptes, etc. De dire, in fine, les photographies qui seront déposées, qui constitueront le patrimoine de la mission photographie de la Data, seront choisies par les photographes. Bien sûr, au terme d'un dialogue avec le commanditaire, mais le photographe peut s'opposer à la conservation et à l'inscription d'une photographie dans la production finale. Il reste maître de la représentation du paysage qu'on lui a commandé. Donc, au terme de la mission, chaque photographe remet un album, dans la tradition des grandes commandes photographiques de l'histoire, remet un album sous forme de tirages originaux, de grand format. Ces albums sont déposés à la Bibliothèque nationale de France. L'usage de ces photos fait partie, précisé dans un contrat dont vous pouvez trouver le contenu dans les archives de la mission. Mais ce qui est important, c'est voilà, le photographe est un artiste qui a donc des droits en tant qu'auteur, des droits en tant qu'artiste, et ces droits perdurent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ayants droit, donc tout ça n'est pas dans le même public, les ayants droit des photographes, notamment ceux qui sont morts, les successeurs des photographes qui ont disparu, hélas, un certain nombre d'entre eux sont morts depuis la mission, ont un droit très strict
sur d'éventuelles utilisations d'autres photographies que celles qui ont été sélectionnées au terme de la mission des années 80. Mais, par ailleurs, il est entendu que tous les tirages de lecture, c'est-à-dire toutes les planches contact et tous les tirages d'essai qui ont été réalisés conjointement par les photographes et par le commanditaire avant cette sélection sont conservés. Ils ne peuvent pas être exploités dans des conditions de démonstration officielle prévues par les contrats, mais ils peuvent être mis à disposition de chercheurs, d'étudiants, bref, de gens qui travaillent et qui réfléchissent sur ces questions du paysage ou de l'histoire du paysage. Ces deux types de documents, les planches contact et les documents d'études d'une part, les documents finaux d'autre part, sont donc l'objet de modes de dépôt distincts, dans des lieux distincts, avec des modalités donc d'usage différentes. Quelle évaluation peut-on faire de ce travail? C'est très difficile. C'est très difficile c'est très difficile pour moi de le faire en tant que commanditaire et très vieux commanditaire. Je peux simplement rendre compte des premières réactions et des premiers usages. D'abord, il y a eu un très considérable mouvement de discussion, de débat, quelquefois très intense, au sein du monde de la photographie, nationale et internationale, à la fois sur le contenu de la commande, sur l'originalité de la commande, sur la pertinence de la commande, et bien entendu sur le résultat de la commande, mais vu du point de vue des artistes, vu du point de vue de l'histoire de la photographie en tant qu'art, ou de l'histoire tout court de la photographie, y compris dans ses différents usages plus directement sociaux. Au sein de la DATAR, c'est-à-dire parmi les chargés de mission, les commanditaires, il y a eu aussi des discussions plus ou moins organisées. Nous avons organisé des réunions, des séances d'examen des photographies avec les membres de la DATAR, mais en y associant aussi des géographes, des paysagistes, des architectes, des urbanistes, bref, des professionnels du territoire hors la DATAR, avec lesquels nous avons organisé des vraies séances de brainstorming à propos des photos, avec les photographes, par sujet, par mission, des vraies séances de débat, dont certaines ont été très productives, certaines très conflictuelles, certaines très confuses, mais qui ont provoqué une véritable prise de conscience au sein de la délégation d'aménagement du territoire de cette dimension culturelle des enjeux de l'aménagement du territoire et de cette nécessité de poursuivre dans ce sens. Alors cette nécessité, elle était plus ou moins, on va en parler, vous pourrez m'interroger là-dessus, elle a été plus ou moins mise en œuvre, mais en tout cas il y a eu à ce moment-là une sorte de validation de l'hypothèse a priori, c'est-à-dire on a besoin de compléter nos outils de réflexion, nos outils de travail, et on a besoin de les compléter de cette façon-là. La preuve de ce sentiment tout d'un coup de pertinence de l'outil et de la commande et du mode de réponse à la commande, ça a été l'explosion immédiatement consécutive à la mission de missions comparables. Souvenez-vous, c'est la mission photographique du littoral, c'est la mission Nord-Pas-de-Calais sur les territoires. Il y a eu en quelques mois, en quelques années, sinon quelques mois, d'abord en France, toute une série de missions sur le territoire, de missions photographiques sur le territoire, commanditées soit par des institutions d'aménagement du territoire, soit par des institutions culturelles, des centres culturels. Et ce mouvement de commande sur le paysage s'est étendu à plusieurs pays d'Europe, je pense notamment à l'Italie du Nord. Nous avons été sollicités comme conseillers pendant plusieurs années sur des commandes immédiatement copiées de la logique de la DATAR. Bref, un assez grand mouvement de répétition
de commandes photographiques sur le paysage, consacrées au paysage, en France et en Europe pendant une dizaine d'années. Sur ce mouvement de commandes photographiques, je vous invite à vous référer à une série de thèses, parce qu'il y en a maintenant régulièrement qui sont faites, des thèses de géographie, des travaux universitaires de différentes natures sur la mission photographique de l'ALADAR et ses successeurs, les missions qui ont suivi cette première opération. D'une façon générale, et sans prétention excessive, on peut dire que la mission a contribué modestement, et pas seule, Dieu merci, mais a contribué à deux évolutions significatives. La première évolution, je dirais, c'est la renaissance d'une certaine culture du paysage. C'est l'époque où l'école d'horticulture se transforme en école nationale supérieure du paysage. On est à ce moment-là. Il y a un mouvement dont la DATAR fait partie, un mouvement général qui, encore une fois, au début des années 80 est quasi inexistant. Un mouvement général de renaissance de cette culture du paysage, on pourra y revenir. Et puis la deuxième évolution significative à laquelle ce travail a contribué, c'est le renouveau de la logique de commande publique adressée à des artistes, qui est maintenant un mouvement tout à fait général et naturel, mais dont cette mission a été un peu l'une des... un peu à la source. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour recadrer ce travail. Alors, comment est-il accessible aujourd'hui? Bon, il est mal accessible. Les documents originaux, les albums que j'évoquais tout à l'heure, sont consultables à la Bibliothèque nationale de France. L'œuvre finale est librement consultable à la Bibliothèque nationale de France, mais comme il s'agit de documents originaux fragiles et précieux, ça ne peut se faire que sur rendez-vous. Il existe maintenant un site qui est consultable, mais qui est encore incomplet parce que manque sur le site toute une série de présentations documentaires, purement documentaires, liées notamment à toute la vague de tirage, de lecture, d'études, enfin, à la phase préliminaire à l'élaboration des documents finaux. Enfin, ce site existe et il est peu à peu mis à jour, peu à peu développé, et il continuera de l'être dans les années qui viennent. Il y a ces deux livres. Alors, ces deux livres, malheureusement, ils n'ont jamais été réédités. Ils ont été épuisés immédiatement, malgré leur prix, surtout le prix du gros. Il est négociable sur Internet à des prix absolument scandaleux, donc je ne citerai pas. Je ne vous encourage pas à chercher si vous ne l'avez pas, parce que c'est devenu n'importe quoi. Enfin, c'est comme ces livres épuisés qui sont des livres de référence, ça se négocie à des prix exorbitants. Et malheureusement, la DATAR n'a jamais décidé de le rééditer. C'est compliqué parce que la maison Hazan a disparu, il faut renégocier les droits, enfin, de façon compliquée, mais les livres n'ont jamais été réédités, donc tant qu'ils n'ont pas été réédités, ils sont difficilement accessibles en dehors des bibliothèques. Voilà. Alors j'ai apporté, c'est un cahier, ça date des années 80, parce que les clés USB, il y en a, mais elles n'étaient pas disponibles. C'est un vieil échantillon de photographies de diapos de l'époque,
surtout, il ne faut pas les prendre comme des photographies. Hein. Les photographies, c'est ce qui est là-dedans, c'est surtout ce qui est dans les albums. Enfin, bon, ce sont des illustrations à titre d'exemple, mais j'ai toujours scrupule à les présenter parce que c'est pas ça l'objet final de la mission photographique. On peut rapidement, comme ça, sans passer. Ça, c'est un travail qu'a fait Holger Trousch, un photographe allemand, sur Marseille, sur la ville de Marseille. Ça, c'est De Fenouil, décédé depuis, qui a fait tout un travail sur les paysages ruraux du sud-ouest. Ça, c'est Gilbert Verstelaken, c'est un photographe belge qui a fait un travail sur les paysages des régions industrielles de France de nuit. Ça, c'est un travail assez original de Christian Milovanov, qui est professeur à l'École nationale supérieure de photographie à Arles, qui a fait toute sa mission est sur les paysages de bureaux. Il a fait un travail sur uniquement et exclusivement des bureaux en France, un peu partout en France à l'époque de la mission. Il y avait aussi donc des sujets qui étaient des paysages intérieurs. Il n'y a pas que des paysages extérieurs et de plein air, il y a aussi des paysages intérieurs de logements, de bureaux, d'usines, de lieux de travail, etc. Ça, c'est un travail de Gabriel Basilico, Italie, sur le littoral du nord-ouest de la France. Basilico, qui est un célèbre photographe d'architecture. Ça, c'est Verstelaken, c'est paysage industriel du Nord. Ça, c'est encore De Fenouil, la campagne française du Sud-Ouest. Ça, c'est Suzanne Lafont, c'est la philosophe qui n'avait jamais fait de photographie. Elle aussi a travaillé sur des paysages industriels classiques. Ça, c'est Jean-Louis Garnel, des paysages de périphérie de villes moyennes. Ça, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. C'est un photographe qui s'appelle Jordan qui a développé un projet sur les zones commerciales. C'était l'époque des premiers supermarchés, des premières grandes aires commerciales à la périphérie des villes. Ça, c'est toujours Basilico, les paysages littoraux du nord-ouest, c'est la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est Depardon, la ferme de ses parents, mais il a fait tout un travail sur les paysages agricoles. Ça, c'est Doineau encore. Là, c'est Depardon. Ça, c'est Holger Trousch à Marseille. Ça, c'est De Fenouil, paysages ruraux. Ça, j'ai un doute. Mais peu importe. C'était donc des intérieurs, des paysages d'intérieur industriel. J'hésite entre Verstelaken et Garnel, mais peu importe. Là, c'est toujours Milovanov, les paysages de bureaux. Ça, c'est Garnel. Là, c'est De Fenouil. Tout ça, c'est des photos des premières vagues de la première campagne, la campagne de 83-84. Ça, c'est Depardon. Ça, c'est Garnel.
cet échantillon parfaitement aléatoire, il n'est composé selon aucun critère. Ça, c'est François Hers qui a fait un travail sur Paris, le Paris, disons le Paris Second Empire. Ah, ça c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Ça c'est encore de Fenouil. Ça c'est Ristel Hubert, depuis sa locomotive. Ça c'est Gardel. Ah oui, une information complémentaire. Sur cette première vague de commandes, nous avions obtenu avec l'INA et France 3 la production de 12 films de 52 minutes, confiés à 12 jeunes réalisateurs, choisis en commun avec l'INA, qui ont accompagné chacun un photographe pendant sa mission. Donc nous avons 12 films qui ont d'ailleurs été programmés sur FR3 l'année dernière, ils sont tous repassés pour l'anniversaire des 25 ans de la mission. 12 films de qualité inégale, mais certains de très bonne qualité. Donc un film sur le travail de Doideau, un film sur le travail de Pardon, un film sur le travail de Georges Rouge, où un réalisateur a suivi, notamment le film qui accompagne Ristel Hubert est assez fort, a suivi pendant 2 mois, pendant 3 mois, un photographe dans son travail et a réalisé un film sur le travail en train de se faire. Donc c'est un film sur un photographe en train de photographier le paysage. Et nous avons donc, bien sûr, ces films sont conservés, non évidemment pas du tout le même statut, mais en termes d'histoire de la mission photographique, ce sont des documents importants qu'on peut bien entendu consulter. Ça, c'est encore des photographies de Suzanne Lafont sur les paysages industriels. Ça, c'est Doideau. Basilico. Ça sur la tête de Fenouil encore. Mais non, c'est ça. Ça c'est les photographies, c'est les paysages nocturnes. Les paysages nocturnes de Fastelakens. Ça c'est toujours Basilico et son littoral. Ça c'est de Fenouil. Ça c'est Gardel. Dans les expositions que nous avons présentées à l'époque, toutes ces photos, enfin la plupart de ces photos étaient des photos tirées, présentées grand format, voire très grand format. Ça c'est Gardel. Ça c'est Jourdan et les zones commerciales. Ça c'est Anapole. Ça c'est les photos quelques photos de la deuxième vague. Ça c'est les photos de Koudelka qui sont prises au panoramique. Il a fait toute une série de panoramiques, notamment sur des paysages d'autoroute. Ça c'est Sophia Ristel Hubert. Ça c'est Doideau. Voilà, donc encore une fois un échantillon non représentatif. Je viens de remercier